Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment de la journée vous écoutez ce podcast. En tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'accueil que vous avez pu réserver pour ce projet fou qui me tient tellement à cœur. Et je suis très contente d'avoir osé sauter le pas et être sortie de ma zone de confort. J'ai hâte d'enregistrer d'autres épisodes, d'autres discussions. J'ai déjà contacté des orthophonistes avec lesquels j'aimerais bien échanger et discuter autour de pas mal de sujets de troubles qui peuvent parfaitement vous intéresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le podcast, dans un premier temps, s'adresse à des orthophonistes, étudiants, fraîchement diplômés ou qui exercent depuis quelques années. Mais l'objectif aussi, c'est de sensibiliser et permettre aux personnes qui ne sont pas dans le secteur de la santé d'avoir accès à des informations qui peuvent être utiles, qui vont aider des personnes de leur entourage ou même des proches à eux qui ont peut-être besoin d'une orthophoniste mais qui n'ont pas l'information. Donc et je serais très très contente de savoir que j'ai pu aider certaines personnes ou certains membres de votre famille à avoir accès à un soin dont il a besoin pour justement amener à ce qu'il ait une vie confortable, à l'aise et faire en sorte à ce que ce trouble-là, cet handicap-là qu'il présente ne sera pas un élément qui va perturber, chambouler sa vie et assurer une vie confortable et une adaptation avec son environnement qui va être la plus, on va dire, la plus adéquate possible. Avant d'enchaîner avec ce deuxième épisode podcast de Voice of Ortho, j'ai d'abord envie de vous expliquer ce que c'est qu'un podcast. C'est un format qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude de consommer ici au Maroc, ça commence à s'installer tout doucement. Mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal habitué à des formats relativement courts qu'on retrouve sur Instagram ou encore sur TikTok où ça dure quelques secondes, voire maximum quelques minutes. Un podcast, c'est quoi ? C'est une sorte d'émission radio que tu peux télécharger, écouter quand tu veux sur ton téléphone ou sur un ordinateur. Voilà, c'est accessible partout où vous êtes, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure de la journée. Et l'avantage du podcast, c'est vrai que c'est un peu plus lent. Bon, c'est beaucoup plus lent que les émissions, on va dire que les vidéos sur Instagram ou sur TikTok, parce que ça va durer, on va dire, une vingtaine, trentaine de minutes jusqu'à plus d'une heure. Donc c'est quelque chose que je peux écouter tout en faisant autre chose. C'est ça le principe du podcast. C'est-à-dire que je peux l'écouter en faisant de la paperasse, je peux l'écouter en train de conduire pour aller au travail, je peux l'écouter en, par exemple, préparant le dîner. Donc c'est quelque chose que je peux faire tout en faisant autre chose. Voilà. Donc l'avantage aussi, c'est que je peux m'arrêter à n'importe quel moment et continuer par la suite. Donc c'est vrai que si vous voyez par exemple un podcast qui dure peut-être 40 minutes ou une heure, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter d'une traite, vous pouvez très bien l'écouter, vous arrêter et continuer par la suite. De mon côté, je vais essayer de proposer des formats, des épisodes pas très longs, donc ça devrait durer une trentaine, grand max quarantaine de minutes. Tout dépend du sujet que je vais aborder et s'il y a une autre personne avec moi lors de l'épisode. Donc automatiquement, si on est des personnes, ça va être un petit peu plus lent que si je suis toute seule à parler lors de l'émission. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous expliquer ce que c'est qu'un podcast et que vous savez maintenant à quoi vous avez affaire si ce n'est pas le cas avant. Et peut-être que vous allez apprécier ce type de format un peu différent qui amène vers la réflexion, vers la discussion et vers de nouvelles pensées. Et ça va peut-être vous donner envie de découvrir d'autres émissions sur d'autres thèmes et peut-être apprécier le podcast autant que je l'apprécie. C'est une question qu'on se pose souvent quand on est étudiant en orthophonie, fraîchement diplômé, vous avez déjà eu quelques expériences, vous avez pu travailler dans des centres, associations et que vous avez envie d'aller vers l'aventure du libéral. Pour ma part, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, je suis automatiquement allée sur Internet pour faire des recherches et j'ai été très étonnée de trouver qu'il n'y avait aucune information à ce sujet-là. J'ai refait la même recherche il y a quelques semaines et devinez quoi ?
toujours pas d'information. Il y a quand même 7 ans de différence entre les deux. Donc ce que j'ai fait, pareil pour mes autres collègues, je suis passée par d'autres orthophonistes qui ont ouvert leur cabinet. Donc c'est un peu le bouche à oreille. Donc il y en a un qui transmet l'information à l'autre. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une émission spéciale pour justement amener toutes les réponses à vous, afin de vous faciliter un peu la vie et amener à ce que vous évitiez de faire des erreurs, de vous tromper, ou en tout cas avoir toutes les informations, avoir en tête toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour anticiper tous les événements qui peuvent se dérouler et être prête à toute éventualité. Donc voilà, donc prenez un carnet et un stylo parce que vous allez noter lors de cet épisode. C'est parti pour le 2e épisode de votre émission podcast de Voice of Ortho. Le thème d'aujourd'hui est comment obtenir mon autorisation d'exercer et comment gérer un cabinet d'orthophonie. Alors, avant même de commencer et vous expliquer les différentes étapes pour avoir votre autorisation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a fait des études d'orthophonie qu'on est obligé d'ouvrir un cabinet. C'est pas, on va dire que c'est pas l'objectif ou c'est pas, on va dire, l'ultime élément qui va déterminer votre réussite dans votre vie d'adulte ou dans votre vie professionnelle. Il y a des orthophonistes qui vont être très épanouis et très contents de travailler soit en collaboration avec d'autres collègues au sein de leur cabinet ou encore qui vont être beaucoup plus à l'aise dans des centres, associations ou dans les hôpitaux ou travailler en collaboration avec les écoles et intervenir, être une orthophoniste ou un orthophoniste au sein d'une école. Donc le fait d'ouvrir un cabinet n'est pas une étape obligatoire pour pouvoir être orthophoniste. Donc il faut enlever cette idée de la tête comme quoi c'est obligé de passer par là. Parce qu'il faut savoir qu'ouvrir un cabinet, à ce moment-là, on n'est pas uniquement que orthophoniste. On est orthophoniste, on est comptable, on est réceptionniste, on est RH, donc on a plusieurs casquettes parce qu'il faut gérer plusieurs choses. Il faut gérer les factures, il faut gérer la comptabilité, il faut gérer le budget également, il faut gérer aussi le personnel si vous avez des assistantes une assistante qui va travailler avec vous. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Si vous décidez de travailler toute seule, vous devrez gérer le téléphone, les emails, les messages, les appels. Donc il y a beaucoup de charge mentale. Il faut savoir que le cabinet, c'est pas forcément fait pour tout le monde et pas tout le monde sera heureux aussi au sein de son cabinet. Donc je tenais déjà à parler de ça. Donc il y a certaines personnes qui vont être très contentes d'avoir un cabinet, il y a des personnes qui vont vouloir ouvrir un centre avec plusieurs collègues, donc chacun son objectif et le plus important c'est de faire quelque chose dans lequel on se sent à l'aise et on se sent épanoui. On n'est pas obligé de faire un peu comme tout le monde. Vous pouvez maintenant prendre votre carnet et votre stylo parce qu'on y va. Première étape, vous devez vous diriger vers la wilaya qui dans votre cabinet dépend. Alors, ils vont vous donner un papier qui va regrouper les documents dont vous avez besoin. Première chose, c'est écrire une lettre au secrétariat du gouvernement ainsi qu'au wali de la zone dans laquelle vous êtes, d'accord, de votre ville. Ensuite, ce qu'il faut savoir par rapport à ces lettres-là, ce sont des lettres explicatives de votre projet, mais aussi une lettre de motivation en parallèle. Donc c'est, on va dire, 2 choses en une. Voilà, donc vous avez besoin aussi de photos d'identité, de votre CV, ainsi qu'une photocopie de votre carte nationale légalisée et votre diplôme aussi. Si vous avez un contrat de bail, sinon un acte de propriété de votre local, de votre futur cabinet. Donc tous ces éléments-là vont devoir être présentés en 5 exemplaires, qui vont tous être légalisés bien sûr. D'accord ? Après avoir regroupé tous ces éléments-là, vous allez vous diriger vers la wilaya pour leur donner ces documents. Donc, il y a un bureau, donc c'est le bureau de Mihan Mouladama.
Donc vous y allez, c'est son rendez-vous, ils vont vérifier avec vous les documents que vous avez regroupés, si tout est ok, si quelque chose peut-être à refaire ou si vous avez peut-être oublié un document. Donc ça c'est une étape super importante et qui va aussi vous faciliter dans votre demande d'autorisation. Vous êtes sûr que déjà la première étape, hop, c'est fait, d'accord ? Donc le secrétariat général du gouvernement va faire une investigation auprès de 3 ministères parce que le fait d'obtenir un diplôme d'orthophonie, donc on dépend de 3 ministères différents. Donc on a le ministère de l'Intérieur, d'éducation et de santé. Donc il faut avoir une réponse favorable de ces 3 ministères. En parallèle, en attendant que vous ayez qu'ils aient une réponse auprès de ces 3 ministères, vous allez être contacté par la police pour une enquête, on va dire, de routine. Là, pour mon cas, je n'étais pas du tout informée par cette étape-là. La police avait débarqué à la maison pour une raison que j'ignore, alors qu'ils pourraient très bien, je pense, me contacter par téléphone. En tout cas, ils ont débarqué à la maison, tard le soir quand même, pour demander à me voir le lendemain matin à 9h. Très bizarre. Donc là, ensuite, j'ai compris que c'était par rapport à l'autorisation, mais c'est vrai qu'il y a une manière de faire les choses. En tout cas, maintenant, vous êtes prévenus. Donc si la police débarque chez vous à la maison, vous inquiétez pas. C'est juste pour votre autorisation d'exercer. Donc là, pour le coup, quand vous allez voir justement la police, vous allez avoir besoin de prendre avec vous votre CV ainsi que votre diplôme. Donc ils vont vous poser des questions sur vos études, sur le local, votre diplôme aussi que vous avez pu obtenir. Donc, et aussi quelques questions personnelles par rapport à vous, votre vie de tous les jours, votre entourage, les lieux que vous fréquentez. Une fois que c'est ok, vous allez vers le Bachaoui, donc vous allez vous présenter chez le Bacha. Donc pareil, ça va être, on va dire, un entretien. Donc il va vous poser des questions un peu plus techniques sur votre projet, si vous comptez embaucher du personnel. Donc il va s'intéresser un peu plus de manière, on va dire, un peu plus spécifique sur votre projet. Donc à ce moment-là, une fois que c'est ok auprès des 3 ministères, de la police et du Bacha également, vous allez recevoir un courrier. Donc le courrier sera à l'adresse qui sera sur votre carte nationale, donc c'est un courrier recommandé. Au cas où vous n'avez pas obtenu de réponse entre 3 à 6 mois, vous pouvez vous diriger vers la wilaya. Donc généralement, ils ont une copie au cas où il y a un problème de courrier ou si par exemple l'adresse est erronée. Donc à ce moment-là, vous pouvez savoir si oui ou non cette autorisation vous a été accordée. Donc une fois que c'est ok, vous vous dirigez vers votre comptable qui va faire une demande. Donc pour que vous puissiez être enregistré autant que personne physique ou personne morale, tout dépend de ce que vous souhaitez. Donc vous aurez un registre de commerce, votre identifiant fiscal, votre ICE, donc tout ça sera nécessaire pour vos futures factures et tout ça. Et donc pour ça, vous allez avoir besoin de donner à votre comptable votre autorisation, carte nationale et diplôme bien sûr, pour qu'ils puissent faire cette demande-là. Donc là, ça va être les grandes étapes par lesquelles vous allez passer. En parallèle, on va passer par la suite à la gestion du cabinet. Pour gérer un cabinet d'orthophonie, il faut forcément passer par tout ce qui est déco, aménagement. Donc ça dépend du budget de chacun, chacune. Ça dépend aussi de la surface dont vous disposez. Est-ce que c'est un plateau ? Est-ce que c'est un bureau qui a déjà été aménagé ? Moi, ce que je recommande souvent, c'est, si c'est possible, d'avoir 3 salles. Une première salle, ça va être la salle d'entretien, aussi la salle pour travailler avec vos patients adultes, et une deuxième salle qui va être un peu plus adaptée pour les jeunes enfants ados, donc qui passe pour les différentes tranches d'âge. Donc une grande table pour vos patients un peu plus âgés, on va dire plus de 8 ans,
jusqu'à l'adolescence, et une toute petite table pour les jeunes enfants qui ont peut-être besoin de tables et de chaises un peu plus petites pour être bien installés, bien confortables et moins distraits parce que les pieds seront bien positionnés, le dos aussi, et on sait très bien que ça aide beaucoup au niveau de la concentration de l'enfant. Et aussi avoir une chaise haute, ça aide beaucoup si vous avez des patients tout petits, donc on va dire en moins de 2 ans, donc ils vont avoir besoin peut-être d'être installés de manière un peu plus confortable, un peu plus adaptée pour aussi mieux les gérer et mieux les contrôler, et aussi seront beaucoup plus apaisés, beaucoup plus à l'aise s'ils sont dans une chaise qui est adaptée par rapport à leur âge et leur morphologie. Donc on peut en avoir besoin dans les cas où si vous avez des patients qui présentent une trisomie 21, des troubles de la communication ou des troubles oromofaciaux ou des syndromes rares, ou encore dans le cas des troubles alimentaires pédiatriques. Une troisième salle, ça va être la salle, on va dire, de repos, kitchenette, un peu passe-partout. Donc c'est super pratique pour l'orthophoniste elle-même si par exemple vous ne pouvez pas aller chez vous et revenir au cabinet par la suite parce que c'est pas possible avec l'embouteillage ou la distance et tout ça. Donc c'est super pratique pour l'orthophoniste elle-même qui peut manger un petit truc avant d'enchaîner avec le reste des rendez-vous de la journée, mais aussi c'est super si par exemple vous avez des demandes de soins pour des personnes qui présentent des troubles de la déglutition, des troubles oromofaciaux et des troubles aliments pédiatriques. Voilà, avoir une kitchenette, il faut vraiment prendre ça en considération parce qu'à long terme on va se rendre compte qu'on en a vraiment besoin. Le fait d'avoir tout dans une salle, ça peut être un peu compliqué, ça permet aussi d'être plus, on va dire, organisé parce que chaque élément va être chaque outil, chaque matériel va être dans la bonne pièce. Est-ce que c'est dans la kitchenette ou plutôt dans la salle de soins ou plutôt dans la salle où on va recevoir des patients adultes. Donc ça permet d'être un peu plus organisé et même l'espace va être adapté pour chaque thérapie. Après, avoir une grande salle d'attente, pour moi, c'est du gaspillage. Parce que généralement, l'orthophoniste, elle travaille sur rendez-vous. Et voilà, le fait d'avoir une grande salle d'attente, c'est vrai que des fois, on peut avoir un patient qui va venir avec ses deux parents, avec ses frères et sœurs. Mais voilà, les parents vont se rendre compte que c'est pas du tout fonctionnel et de préférence avoir juste l'enfant et le parent. Ou par exemple, si vous avez un patient adulte, il va venir tout seul ou accompagné par une autre personne. Voilà, donc les personnes généralement, elles s'adaptent vraiment. La salle d'attente, pour ma part, c'est pas l'espace qu'il faut privilégier le plus parce que c'est pas l'espace où les personnes vont passer le plus de temps. C'est plutôt à l'intérieur des salles, à savoir la salle d'entretien, la salle de soins. Donc à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du cabinet. Après avoir aménagé votre espace, vous avez besoin d'outils et de matériel pour travailler. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de privilégier des éléments, du matériel que vous allez pouvoir adapter et proposer à différentes tranches d'âge et pour différents troubles. Donc voilà, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter beaucoup de matériel, ça sert pas vraiment à grand chose parce que c'est au fur et à mesure que vous allez savoir de quoi vous avez besoin. Donc vraiment acheter par exemple des jeux de cartes, ça c'est super parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Aussi des jeux d'encastrement, avec des puzzles, sous forme de puzzles, sous forme de pièces, des jeux avec les anneaux, avec les différentes couleurs, les différentes formes. Privilégier au maximum des outils de qualité relativement bonne. Des jeux en bois, c'est encore mieux parce que ça résiste beaucoup, parce que les enfants vont avoir tendance à les mettre en bouche, à les jeter, à les balancer. Donc ça peut s'abîmer relativement vite le plastique. Contrairement au bois qui est beaucoup plus résistant, ce qui permet, même si ça peut coûter relativement plus cher que des jeux en plastique, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir le garder pendant plusieurs années. J'ai des outils que j'ai depuis le début, hein, et ça dure plus de 7 ans et ils sont encore là. Hein. Donc vraiment privilégier des outils de bonne qualité, ce qui vous permet de les garder pendant plusieurs années. En dehors de ça, ce qui est vraiment super, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de sites qui proposent beaucoup d'activités propres aux orthophonistes.
Il y a aussi des sites qui proposent des activités, pas forcément ciblées orthophonistes, mais qui sont gratuits, que vous pouvez adapter et proposer à vos patients. Je pense par exemple au site Langage Oral. Donc c'est un site internet qui propose des abonnements pour avoir accès à la plateforme, qui propose des activités de langage oral, langage écrit, logicomat et fonction exécutive. Il y a aussi Happy Neurone qui est un logiciel qui propose non seulement des activités mais aussi des bilans orthophoniques. Il y a aussi le site j'imagine.fr de deux orthophonistes françaises qui est vraiment super, qui propose du matériel que vous pouvez acheter. Mais vu qu'on est au Maroc, et des fois c'est un peu compliqué avec la douane, ce qui est super et aussi c'est qu'elle propose des activités que vous pouvez acheter en mode PDF. Donc vous avez acheté le document et vous l'imprimez et il est toujours accessible sur votre ordinateur, ce qui est vraiment super. Il y a aussi maintenant le site Aka Orthophonie d'une orthophoniste marocaine qui propose des outils que vous pouvez acheter pour différents patients, aussi bien pour les troubles d'oralité alimentaire ou qu'on appelle actuellement les troubles alimentaires pédiatriques, pour les troubles du langage oral, langage écrit. Donc il y a quelques outils qu'elle propose qui sont relativement intéressants. Donc je propose de regarder son site internet. Donc là, au niveau du matériel, vous voyez très bien que l'orthophoniste a vraiment besoin d'un ordinateur, une imprimante et une plastifieuse parce que vous allez avoir besoin d'imprimer beaucoup de documents et aussi plastifier pour pouvoir les garder, vos cartes, vos éléments pendant plusieurs mois. Ils vont plutôt résister par rapport aux différentes épreuves les enfants qui vont essayer de couper, de mordre, de jeter, d'abîmer. Donc voilà, c'est automatiquement on va utiliser plusieurs fois par jour. Donc automatiquement ça s'abîme à force de l'utiliser, c'est tout à fait normal. Donc si c'est plastifié, ça résiste un peu plus longtemps. Et ce qui est vraiment super avec ce genre de site, c'est que vous pouvez vraiment proposer des activités qui vont être adaptées à 100% à votre patient et aussi à vos objectifs thérapeutiques, contrairement à des jeux éducatifs qui des fois ont besoin de beaucoup de réflexion pour pouvoir adapter à votre patient. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter beaucoup de matériel. Des fois, un abonnement sur le site Langage Oral peut vous vraiment simplifier la vie. Donc là, c'est tout ce qui concerne le matériel. Donc vous voyez très bien vous n'avez pas besoin de grand chose pour commencer, mais il faut investir sur des éléments que vous allez pouvoir adapter et proposer à vos patients. Voilà. Pour la gestion de votre cabinet, vous avez deux options. La première, avoir une assistante donc qui va gérer le téléphone, la paperasse, les rappels, les messages et tout ça. Sinon, si comme moi, vous souhaitez être seul dans votre cabinet et faire les choses par vous-même, depuis pas mal de temps, il y a des orthophonistes qui utilisent des logiciels, ce qui est franchement super, des abonnements de sites internet qui vous facilitent franchement la vie. Donc si par exemple comme moi vous utilisez Google Agenda, il y a une option depuis peu qui permet de créer un lien. Vous allez proposer les créneaux horaires qui sont libres sur votre agenda et partager le lien aux parents ou bien au patient qui va être autonome et prendre le rendez-vous par lui-même, ce qui permet aussi à ce que les parents ou le patient soit investi. Et le retour que j'ai pu avoir des orthophonies, c'est qu'il y avait moins de lapins, moins d'absence quand c'est le patient ou bien le parent qui prend le rendez-vous que si c'est l'orthophoniste qui propose. Donc il y a aussi d'autres options payantes que Google propose. Ensuite, il y a le site Perfactive, donc, qui a été recommandé par certaines orthophonistes marocaines, qui sont très satisfaites aussi de le service. Alors ce site-là, pour le coup, il propose des abonnements qui diffèrent avec différents tarifs, tout dépend de ce que vous voulez comme option. Mais l'option complète, il y a l'agenda, les SMS de rappel, il y a aussi la gestion de liste d'attente, ainsi que la facturation et gestion des dossiers.
En France, ce qui est, je pense, le plus commun, ce que les orthophonistes français utilisent le plus, c'est Docorga, qui est aussi un site qui propose un abonnement également sans engagement, qui propose également le même service. Et je pense qu'il est gratuit depuis peu pour les orthophonistes, mais je pense que c'est pour l'option liste d'attente, agenda et envoi de messages de rappel. Je pense que ce n'est pas tous les services sont gratuits. Donc, ce qui est vraiment super parce que pas tout le monde a les moyens d'avoir une assistante, une autre personne à prendre, voilà, à payer. En plus, voilà, tout ce qui est mutuelle, assurance et tout ça. Donc, c'est pas forcément possible pour tout le monde, surtout si vous commencez à peine à travailler dans votre propre cabinet. Et des fois aussi, il y a des parents qui aiment ça, avoir un contact direct avec une orthophoniste. Il y a d'autres parents au contraire qui aiment avoir ce service-là, d'avoir face une assistante que l'orthophoniste elle-même. Mais voilà, après tout dépend de ce que vous recherchez et ce que vous avez envie d'avoir au sein de votre cabinet. Voilà. C'est la fin de ce deuxième épisode podcast de Voice of Ortho. Je suis très contente d'avoir pu traiter ce sujet-là qui me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de transmettre le maximum d'informations aux étudiants d'orthophonie fraîchement diplômés et aussi aux orthophonistes qui ont envie de se lancer ou simplement qui se posent des questions autour du monde du libéral pour vraiment savoir à quoi s'attendre et être, on va dire, avoir assez d'outils et assez d'informations pour se dire est-ce que je tente oui ou non cette aventure. Donc j'ai pu traiter les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, à savoir l'autorisation, l'aménagement du cabinet, achat du matériel et gestion du cabinet. Donc cet épisode est un petit peu plus lent que prévu, mais en tout cas j'ai essayé de donner le maximum d'informations. Et voilà, donc je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau épisode podcast de Voice of Ortho.